Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de VIP et la personnalité yvelinoise qui est avec nous. Pour ce numéro, c'est l'humoriste Arnaud de Samer. Bonjour. Bonjour. Alors pendant les minutes qui vont suivre, on va parler de vous, de votre parcours, de votre actualité. Vous êtes né à Bordeaux, mais vous arrivez très vite dans les Yvelines à 7 ans. Ce lien, vous l'avez toujours avec le département? Ouais. Oui, clairement. Je suis assez attaché en règle générale aux endroits où j'ai vécu et le fait est que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie dans les Yvelines, donc je suis évidemment attaché aux Yvelines pour plein de raisons, des raisons personnelles, des raisons professionnelles, donc j'adore y revenir. Vous n'avez pas coupé les ponts alors avec votre vie parisienne maintenant aujourd'hui? Non, j'ai pas du tout coupé les ponts et d'ailleurs je vis pas à Paris même, je vis dans le sud-ouest pour être près de la 13 et près des pour pouvoir rentrer ou aller plus vite sur pouvoir revenir à la maison plus vite. Alors Arnaud de Samer, avant d'être humoriste, il fait des études de droit, vous êtes même diplômé de droit des affaires, mais vous découvrez un spectacle d'improvisation, ça change tout dans votre vie. Très clairement. Très clairement, je ne me doutais pas qu'en allant voir ce spectacle à la fac, donc à 300 mètres d'ici, en face de nos studios, voilà, je me doutais pas que ça allait changer ma vie, mais au sens littéral, vraiment, ça a changé. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a fait ce déclic? En fait, quand j'ai vu ce spectacle, déjà, je me suis beaucoup marré, et puis c'était très ludique. Il y avait les matchs d'impro, ces deux équipes avec des maillots de hockey sur glace, un arbitre. C'était très coloré, très ludique. Et puis je voyais des gens vraiment prendre beaucoup de plaisir à faire ce spectacle. Et nous, spectateurs, on riait aux larmes. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose. Je savais qu'il y avait un cours d'impro, il y avait quelque chose qui était organisé à la fac. Donc, dès le lendemain, je suis allé m'inscrire et c'est là que j'ai rencontré les gens qui m'accompagnent encore aujourd'hui, qui allaient devenir plus que des amis, ma famille artistique. Et voilà. Et puis ça a changé ma vie, puisque quelques années plus tard, j'ai décidé d'en faire mon métier même. Vous le dites, ces gens-là, c'est Déclic Théâtre. Ouais. J'imagine. La compagnie Déclic, ouais. Vous y entrez sans problème. On vous ouvre grand. Oui, parce que papy, Alain de Gois, est comme ça. Il ouvre grande la porte à qui veut, à qui est motivé, à qui a envie de bien faire, et à partir de là, il vous donne sa confiance immédiatement. Et non seulement sa confiance, mais toute la structure qu'il a mis des dizaines d'années à monter, il la met à disposition, voilà. Et moi, j'en ai profité, entre guillemets. Je suis rentré dans cette compagnie qui a un fonctionnement très familial aussi, très clanique. J'y ai découvert des gens motivés, des artistes talentueux, des amis. Et voilà, et j'étais effaré de voir l'énergie que papy et son équipe mettaient à créer des spectacles, à donner des cours de théâtre, des cours d'impro à Trappes et dans les environs. Je me suis très vite senti cocooné et guidé dans cette passion de la scène. Et justement, quand vous choisissez d'en faire votre métier, vos parents sont inquiets, papy rassure, comment ça se passe? Ouais, alors papy rassure, ça c'est sûr. Les parents inquiets, non, parce que quand je décide ça, c'est en 2001, j'ai 25 ou 26 ans, j'ai ma maîtrise de droit, j'ai 2 ans d'expérience professionnelle en entreprise. Donc à 25, 26 ans, quand on dit à ses parents, à partir de maintenant, je vais faire ça, il n'y a plus d'autorité parentale, il y a bonne chance Mais ils ne vous font pas ressentir au fond d'eux, peut-être se dire ouh, il prend un risque. Non, mais si, ça je l'ai senti clairement, mais ils m'ont pas empêché, ou ils n'ont pas essayé de me convaincre que c'était une mauvaise idée. Après, je voyais bien au fond d'eux qu'il y avait une petite inquiétude. Et puis je sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais jusqu'ici tout va bien. Donc et papy, je me souviens pour la petite anecdote, avant de donner ma démission, je suis allé voir papy. Et je lui dis, voilà, j'envisage ça, et on est resté 2 heures, et 2 heures pendant lesquelles il m'a dit, ça fait des semaines que j'attends ce rendez-vous, je savais que tu viendrais me voir pour me dire ça. Il l'avait senti. Il l'avait senti, et puis il me dit, voilà, je vais t'expliquer par A plus B comment moi je vais pas te laisser tomber, comment Déclic va t'apporter la structure nécessaire pour te lancer. Et ça a duré 2 heures, je suis ressorti de là en me disant, ok, je prends la bonne décision. Il vous a rassuré de ce côté-là aussi?
Mais ouais, ça m'a rassuré. C'est pour ça que quand on me dit c'est très courageux ce que tu as fait de démissionner pour te lancer dans le spectacle, à l'époque j'avais le sentiment que c'était pas du tout courageux en fait. C'était juste quelque chose de viscéral. Il fallait que je le fasse et la structure des Clics Théâtre m'a... Je veux dire, c'est pas le cliché du jeune artiste qui débarque à Paris avec son baluchon, qui connaît personne, etc. Là, j'étais vraiment... Vous étiez encadré. Ouais, j'étais encadré, j'étais entre de bonnes mains, et je savais, et surtout, j'avais l'assurance que j'allais pouvoir travailler tout de suite. Et justement, vous faites un premier spectacle avec Arnaud Joyer, qui est aussi un membre de Déclic. Oui. Il vous fallait aussi cet accompagnement. C'est vous qui êtes allé vers lui ou c'est Arnaud qui vous a... Alors Arnaud, je l'ai rencontré, ça fait partie des personnes que j'ai rencontrées quand j'ai commencé à faire de l'impro à la fac. Donc ça a été tout de suite, on a eu tout de suite un lien très fort avec l'improvisation théâtrale. Et puis Arnaud, c'est un artiste, peut-être un des artistes les plus talentueux que je connais. C'est un auteur, compositeur, chanteur, metteur en scène, comédien, improvisateur. Il sait tout faire. C'est un gars qui est né dans le spectacle, fils d'artiste, donc il baigne littéralement dedans. Et tout de suite, il m'a accompagné aussi, lui, dans mes premiers pas en one-man show, en écrivant des textes pour moi. À l'époque, je ne savais pas écrire. Lui savait le faire, et c'est lui qui a écrit mes premiers textes et qui a écrit une bonne partie de mon premier spectacle. Alors, on a retrouvé dans nos archives un passage sur une scène yvelinoise. On est au Festival de Rocancourt et je vous propose qu'on regarde un extrait. Je suis là pour honorer une promesse. Une promesse que j'ai faite il y a 1 mois et demi à mon meilleur ami. Rémi, pardon. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous raconter tout ça parce que, croyez-moi, il s'agit d'une histoire tout à fait singulière et puis en même temps, je vais la faire un petit peu courte parce que sinon, j'aurais pas le temps de faire autre chose et ce serait dommage parce que c'est précisément pour faire autre chose que je suis là ce soir. Donc voilà. Un jour, j'étais dans la cour de l'école et j'avais 8 ans. Et comme je sens que je suis déjà en train de vous perdre avec cette histoire, je vais faire un petit saut dans le temps, un petit saut de 24 ans pour en arriver à cette fameuse soirée d'il y a 1 mois et demi. Rémi, donc, qui entre-temps était devenu mon meilleur ami, nous avait tous réunis au Balto, un petit café PMU du côté de Vincennes, son QG, comme il aimait à l'appeler. Oui, je parle de Rémi au passé parce qu'il est mort. Et Rémi nous avait réunis au Balto pour nous faire part de sa décision de se lancer dans le spectacle. Et vers 4 heures du matin, quand Rémi a quitté le Balto, c'est l'avant-dernière fois que je le voyais. Je dis l'avant-dernière parce qu'1 heure et demie après, j'ai reçu un coup de fil de Stéphanie, sa femme. Je me souviendrai de toute ma vie de ce moment. Elle a dit d'une voix chevrotante: « Allô Pat, c'est Steph, il y a un problème. » « Non, non, c'est Rémi. »« Pas vraiment, il a eu un accident de voiture. »« Non. »« Bah, je sais pas. »« Non, je suis à l'hôpital, là, il est dans un sale état. »« Peut-être. Il te réclame, Patrice. Merci. » Voilà, alors ça peut vous paraître un petit peu décousu, mais j'ai pas jugé utile de vous dire tout ce que moi je répondais. En même temps, je me rends compte que vous avez peut-être pas compris sans mes phrases à moi. Mes phrases à moi étant quoi, t'es malade? Ah non, c'est Rémi qui est malade, quoi, il vomit. Mais il va bien? Et la bagnole? T'es à la gym, là? Il va s'en sortir? Il dit quelque chose? J'arrive tout de suite. Voilà, c'est plus clair. Voilà, on est en 2007. Oh la vache. Ah, la claque. La claque est sur quoi? Mon Dieu. La claque est sur le look, la claque est sur... non, mais c'est un spectacle qui a beaucoup vécu après ça. Et alors, c'est bizarre de voir cet extrait qui était le tout début du spectacle. En fait, c'est un extrait qui est d'une tristesse infinie. Mais j'étais obligé, en début de spectacle, de poser ce truc très triste, cette convention où j'expliquais que je rendais hommage à mon pote mort. Et puis derrière, ça partait en délire, etc. Mais c'est marrant de voir ça. C'est très, très rigolo. Là, on a vu de la scène, mais ce qui vous révèle au grand public, on va dire, c'est on ne demande qu'à en rire. Oui. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi? Parce que nous, on découvre Arnaud de sa mère à la télé. Oui, très clairement, ouais. Ah bah oui, j'ai bien senti, oui. Je l'ai bien senti passer, ça. Bah oui, par la charge de travail, par la reconnaissance du public? Non, la charge de travail. Oui, alors la charge de travail était un peu forte avec cette émission parce qu'on nous demandait beaucoup et en peu de temps. Mais c'est surtout le fait que ça ait marché très vite et très vite on commence à. Je me souviens comme si c'était hier de la première fois qu'un petit garçon avec sa maman m'a reconnu dans la rue
Et ça fait très bizarre. Et puis le lendemain, pareil. Et puis ça s'est jamais arrêté. Et là, ça fait bizarre, oui. Là, ça fait... on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. À l'époque, je jouais mon spectacle. Ce spectacle-là, je le jouais une fois par mois dans une salle de 45 places. Et avec cette émission, ce même spectacle, sans toucher une virgule, je l'ai joué à l'Olympia de 3 ans après. Donc oui, évidemment que c'est vertigineux. Surtout, est-ce que vous faisiez le parallèle entre votre scène et les sketchs que vous vouliez faire pour l'émission? Est-ce que certaines choses vous les testiez sur le plateau? Non, c'était très différent en fait ce que je proposais sur scène parce que mon spectacle c'était un spectacle d'1h30, c'était un sketch d'1h30 en fait, c'était une histoire d'1h30. D'ailleurs, on voit sur l'extrait, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu théâtral quoi. Il y a pas de, c'est une histoire qui se met en place sur le long terme, donc et à la télé il fallait être efficace sur 5 minutes, 5-6 minutes tout de suite, donc c'était une autre écriture. Donc non, il n'y avait pas vraiment de pont d'écriture, ni même de jeu entre les sketchs à la télé et le spectacle sur scène, parce que vraiment ce sont deux exercices différents. Et est-ce que vous attendiez à devenir un tel pilier de l'émission Demande qu'à en rire? Ah non, bien sûr que non. Non, moi quand je me suis lancé dans l'émission, en fait, au début, l'émission a été lancée en septembre 2010. Moi j'y suis arrivé 2 mois après, je crois, novembre 2010. Et ce qui m'a convaincu d'y aller, c'est que je voyais Olivier de Benoît, Kev Adams, qui commençaient à devenir des réguliers, des piliers de l'émission. Et je me suis dit, merde, il y a un train qui passe, peut-être que si je monte pas dedans, je vais le regretter. Au pire, si je me rate, c'est pas très grave. Et j'ai bien fait, je crois, parce qu'effectivement, plus personne n'a tenu rigueur à ceux qui n'ont pas réussi dans cette émission, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont réussi d'une autre manière après. Donc on ne tenait pas du tout rigueur aux gens qui n'y arrivaient pas. En revanche, ceux qui y arrivaient, à passer les vagues, à passer les semaines et même les années en ce qui me concerne, ça a été tout bénef. Donc, avec des sketchs mémorables. Ouais, avec des sketchs dont on me parle encore même. Mais quel est le sketch dont on se rappelle le plus? C'est un sketch où je faisais parler de la bouffe avec des légumes et de la frite et de la salade. Voilà, ce sketch-là, on m'en a encore parlé là il y a quelques jours et je suis toujours étonné. En 2020, c'est un sketch qui date de 2011 que j'ai écrit dans un hall d'hôtel en avril 2011 et voilà. Et on voit les images. Et voilà. Et alors ça, ce sketch-là, c'est-à-dire quand on vous en parle encore 9 ans après, c'est que il a quand même changé des trucs, quoi. Vous battez le record de l'émission ce jour-là, notamment, avec tous les jeux de mots possibles et inimaginables. Ouais. Mais elle était marrante cette émission, on nous imposait un thème et l'avocat de la frite et de la salade. Et puis je me suis pris la tête très longtemps et je me suis dit, mais l'avocat, donc on parlait d'un avocat, un juriste, un homme de... Et je me suis dit, mais l'avocat, en fait, ça se bouffe aussi, comme la frite, Et puis voilà, et puis l'idée, elle est partie comme ça, mais je vous avoue que quand j'arrive sur le plateau, je suis pas serein parce que la répétition s'est très mal passée, parce que j'avais pas les fruits et les légumes à disposition, donc il a fallu que je le fasse à vide pour les caméramans, pour en répète. Ça n'a fait rire personne. Et quand je suis arrivé sur le plateau, j'étais pas serein. Ouais. Mais après, voilà, il y a un truc un peu magique qui se passe. Et dans l'émission, à un moment, vous commencez à jouer en duo avec Ben, et ce Ben-là, vous partez sur de la scène. Pourquoi ensemble? Vous étiez indissociables au bout d'un moment? Oui, alors en fait les duos qu'on fait chez Ruquier, c'est en 2012. Avec Ben, on se connaît depuis 2004. Et on se connaît, on s'apprécie, on s'aime beaucoup. On a collaboré sur des petites choses avant Ruquier. Cette complicité-là, on la travaille chez Ruquier. On fait des sketchs qui marchent très très fort. Et puis quelques années après, on se dit il faut absolument qu'on aille. Ça faisait 10 ans qu'on parlait de faire un spectacle ensemble. Et on s'était dit il faut absolument aller au bout de ce fantasme-là, de monter sur scène ensemble. C'était le bon moment. Moi, je venais de finir mon spectacle, lui, il venait de finir le sien. Et voilà, et on a fait ça. Mais c'est vraiment c'était un truc dont on parlait depuis plus de 10 ans. Et quand on vous regarde, parce que vous êtes passé chez nous, notamment à Montigny-le-Bretonneux, vous vous amusez sur scène. Vous avez même du mal à garder votre sérieux. Mais oui, parce que c'est l'homme qui me fait le plus rire au monde, Ben. Je suis tellement fan de ce gars-là. Et
Oui, et puis je suis assez fragile sur scène dans le sens où quand ça me fait marrer, j'ai du mal à me contenir. Et lui est pareil. Donc ça donne des choses un peu. Parfois, ça donnait des spectacles avec lui qui étaient un peu plus longs que prévu, le temps qu'on calme nos fous rires. Chez le public, vous pouvez voir un spectacle différent. Alors, on vous connaît sur scène, mais ce qu'on sait moins de vous, c'est que vous êtes un passionné de sport automobile. De sport tout court. De sport tout court aussi, parce que vous faites des émissions sur la VAR, enfin des petits sketchs sur la VAR avec Ben aussi. Ouais. Cette passion du sport, c'est votre manière de vous évader aussi? En fait, ma passion du sport, c'est ma vie avant même ma vie artistique, en fait. Gamin, j'ai grandi avec des idoles sportives, avec des passions sportives, et pas du tout avec des icônes ou des références artistiques. J'ai découvert ça plus tard quand je me suis mis à ce métier à 25 ans, mais dès l'âge de 6 ans, ma vraie passion, mais je vais même aller plus loin que ça, c'était une raison de vivre. Dès gamin, j'ai joué au foot en club dans les Yvelines pendant 18 ans. Je fais du vélo depuis que j'ai 12-13 ans. Vous auriez pu être je sais pas si j'aurais pu être... mais voilà, je joue au tennis, je pratique plein de sports depuis tout petit et c'est ma vraie passion. Et qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aussi développer avec mon métier en étant invité sur des émissions de sport, etc. Et il y a quelques années, effectivement, j'ai découvert le pilotage et le sport automobile. Et ça, c'est devenu... je suis devenu vraiment débile avec ça. Là, on peut le dire, je suis devenu... Vous faites des essais avec des grandes entreprises. Je fais des courses, des essais, tout ce qu'il faut, tout ce que je peux faire. Je fais du karting toutes les semaines. Quand je fais mes courses, j'essaye d'aller le plus vite du rayon... des fruits et légumes au surgelé, j'essaye de travailler les trajectoires de mon caddie. Non, je suis devenu débile. On me dit à l'oreillette entre la frite et la salade. Ouais, voilà, exactement, entre la frite et la salade. Non, mais c'est top aussi d'avoir, quand on fait un métier artistique comme ça, d'avoir autre chose, d'avoir une autre passion qui vous sort de ce truc très égocentré, un peu mégalo. Et donc, ça me fait un bien fou d'être passionné par autre chose et de ne pas être passionné que par moi-même en fait et ma carrière. Et je crois que c'est assez salvateur aussi pour mon bien-être psychique. Oui, parce qu'en plus, en ce moment, vous êtes en train d'écrire, ce qui n'est peut-être pas le moment le plus facile dans la vie d'un artiste, parce qu'en 2020, vous aurez un nouveau spectacle que vous présentez à Versailles en juin, avant de faire La Cigale. Oui. Un petit mot, peut-être, on peut avoir des petites... Oui, je peux vous en parler. C'est un spectacle que j'écris en ce moment, que je commencerai à jouer fin mai, et fin mai-juin, notamment à Versailles, donc au Royal Factory. C'est un spectacle, un nouveau one-man, dans lequel je vais parler, évoquer, ou en tout cas me nourrir dans l'écriture des 3 dernières années de ma vie qui ont été un peu dures. Dures. Disons que j'ai vécu des choses pas cool et pour la première fois je vais écrire en me nourrissant de ce qui m'est arrivé dans la vie. Jusque-là je le faisais pas parce que j'avais une vie plutôt quelconque et le truc le plus dingue qui m'était arrivé c'était d'avoir volé des images Panini dans une librairie à l'âge de 12 ans, mais bon ça fait pas un spectacle, mais j'étais au climax de la vie de dingue là. Et là depuis 3 ans voilà, j'ai fait 2 mariages, 2 divorces, un enfant, j'ai perdu mon papa, tout ça, à un moment donné, quand on est humoriste, on se dit qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Ça nourrit. Ça nourrit et puis on peut écrire des choses très drôles autour de tout ça. Alors les gens qui me découvrent dans cette émission vont se dire entre l'extrait qu'ils ont vu là où il n'y avait pas un rire où je parlais de la... C'est si drôle que ça en fait, votre sa mère. Et là il va parler de la mort de son père et de ses divorces, mais non, ça va être très drôle. On va s'amuser avec tout ça. Surtout que ce spectacle, il est produit par Jérémy Ferrari. Là aussi, vous retournez sur vos collègues, vos amis. Ouais, j'ai la chance d'avoir des vrais amis avec un grand A. Jérémy en fait partie. Qu'on précise qui a fait On ne demande qu'à en rire avec vous. Alors on avait créé une espèce de rivalité tous les deux qui amusait beaucoup le public et on s'amusait beaucoup à se détester. Dans la vie privée, on s'aime énormément et Jérémy, il a un parcours incroyable, il a développé une société de production incroyable et j'ai décidé de travailler avec lui sur ce nouveau spectacle parce que Jérémy, dès qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, lui, c'est le plus beau jour de sa vie. Donc quand je lui ai dit, écoute, ça va pas, il m'est arrivé ça et tout, il me dit, ah oui, c'est génial. Tu vas tellement faire rire les gens avec ça. Pourtant, vous avez un humour assez différent. Il est dans un humour très noir, vous êtes dans un humour très absurde, et pourtant, ça match. Oui, ça match beaucoup, oui, parce que
Parce que c'est indicible, hein, l'amitié, la complicité, on peut pas, c'est comme l'amour, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et il admire mon travail, j'admire le sien, et il a très envie que je sorte tout ça de moi et que j'écrive un spectacle qui surprenne un petit peu les gens, tout en respectant ce que je suis, cet humour absurde, tout en allant là-dedans. Lui, ça l'intéresse énormément que j'aille chercher dans ce que j'ai vécu, ces trucs de vie qui m'ont mis un peu à terre ces dernières années. Il m'a dit vraiment, là, il y a quelque chose pour écrire un nouveau spectacle à 45 ans et surprendre le public avec quelque chose qui va mêler l'absurde, la folie, mais aussi le vrai, quoi, le sincère. Donc, vous allez vous livrer dans ce spectacle? Ouais, me livrer, oui. Après, ce sera pas psychothérapeutique, hein, mais en tout cas, je vais me servir. Ce seront des prétextes. Je vais me servir de choses qui me sont vraiment arrivées, et puis on partira dans d'autres choses. Voilà. Alors on a hâte de voir ce que ça va donner, puisqu'en plus on voit des petites vidéos sur Twitter où il ne semble pas vous faciliter la tâche dans ce petit placard de 2 mètres carrés. Ouais. Mais voilà. Ouais, alors ça c'est une vidéo où il explique aux gens que je suis à la prod pour travailler et je suis en train de regarder La Patte Patrouille. Je travaille pas du tout. Et donc il va me mettre dans un placard pour me forcer à écrire. Mais c'est chouette parce qu'il a une vision de la promotion qui est assez marrante. On fait plein de pastilles vidéo et tout pour donner envie. Et c'est déjà le cas. Pardon, parce que je regarde les Il n'y a pas de souci, ça ramène des souvenirs, j'imagine. Ouais. Mais justement, on pourra voir tout ce résultat les 24 et 25 juin prochains. C'est chez nous. 24 et 26 juin, il me semble. 26 juin, donc on précisera bien. Et alors, juste, j'ai le temps de raconter un truc? Je vous en prie. On parlait de ma passion du sport. Je devais jouer le 24 et le 25. Et le 25, j'ai réalisé qu'il y avait un match de l'équipe de France à l'Euro au foot. Et j'ai demandé à décaler la date. Je crois que le Royal Factory n'est pas au courant de cette histoire. Je le dis humblement. Ma production a donc fait chier pour décaler la date pour que je puisse voir. Mais non, mais c'est comme ça. C'est la preuve que vous êtes passionné jusqu'au bout. Sinon, je peux pas. Sinon, non, je peux pas monter sur scène alors que l'équipe de France joue à l'Euro. C'est pas possible. Une oreillette peut-être pendant le sketch? Ouais, peut-être. Je sais pas. Non. Il y a des acteurs comme ça qui jouent avec un écran télé en coulisses pour pouvoir voir les matchs, mais non, là, donc 24 et 26 juin, au Royal Factory à Versailles, et vous pourrez voir, il sera tout juste sorti de l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle une date de rodage. Donc le public vient avec cette indulgence-là, en sachant que le spectacle n'est pas rodé, donc. Et voilà, mais c'est toujours des moments assez particuliers de donner aux gens la première mouture du texte. Merci Arnaud de Samer de nous avoir accordé un peu de temps, et on a hâte donc de vous découvrir à Versailles le 24 juin prochain.